Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour à tous. Voici les titres de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, un immeuble encore effondré dans le district d'Abidjan. 2 morts et 13 personnes évacuées. Le bâtiment de 4 étages s'est écroulé la nuit dernière à Angré, dans la commune de Cocody. Les sapeurs-pompiers tentent encore de localiser d'éventuelles victimes supplémentaires. Célébration demain, mardi 8 mars 2022, de la Journée internationale des droits de la femme. Dans ce journal, la parole est donnée à la première femme générale des eaux et forêts, également directrice de la faune et de la flore de Côte d'Ivoire. Elvire Joël Zouzoumaï relate son parcours. Enfin, la Côte d'Ivoire au Salon international de l'agriculture de Paris en France. Son cacao a un succès retentissant auprès des jeunes enfants. En Côte d'Ivoire, donc, ce drame survenu la nuit dernière à Angré, dans la commune de Cocody. Un immeuble de 4 étages habité s'est effondré. Le bilan provisoire, selon les éléments de la gendarmerie et de la police, fait état de 2 morts et 13 personnes évacuées. Les sapeurs-pompiers poursuivent les recherches d'éventuelles victimes encore sous les décombres. À noter que le Premier ministre Patrick Hachi s'est rendu sur les lieux du sinistre. Nous allons revenir sur ce sujet avant la fin de ce journal. Des immeubles qui s'effondrent, beaucoup de constructions anarchiques en Côte d'Ivoire. Pourquoi une telle situation? Comment mettre fin à ce fléau? Quelles sanctions? Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, va répondre à ces questions sur RTI 1 en direct ce soir à 20h50. Émission spéciale présentée par David Mobio. Les sapeurs-pompiers civils de Côte d'Ivoire invités à redoubler de dévouement et d'ardeur au travail. Appel lancé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, le 1er mars dernier, lors de la Journée mondiale de la protection civile. La cérémonie officielle a été célébrée à Agboville, dans la région sud du pays. Les détails, Issa Yeo. Prestation d'artistes, visite de stand de matériel de protection civile par les ministres Vagondo Diomandé, Amadou Koulibaly et Miss Belmont Dogo. Nous sommes à la célébration de la 32e édition des festivités de la Journée mondiale de la protection civile à Agboville, localité située à une 50aine de kilomètres d'Abidjan. Dr Aka Kofi Charles saisit l'opportunité, parlant au nom du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Pierre Demba, par ailleurs président du conseil régional de la Niébi-Tiassa, pour montrer l'importance des sapeurs-pompiers civils à Agboville. Les outils de sensibilisation des populations dans la région de la Niébi-Tiassa sont à la fois institutionnels et locaux. Au plan institutionnel, le conseil régional de la Niébi-Tiassa a investi dans la construction et l'équipement d'un centre de secours d'urgence, joyau architectural à la hauteur des ambitions de la région pour structurer la lutte contre les catastrophes, la sensibilisation au comportement citoyen et le secours des personnes en détresse. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a félicité les sapeurs-pompiers civils pour l'énorme travail abattu pour sauver des vies. Il est important de comprendre que c'est à travers une grande solidarité, une solidarité collective, que nous pouvons tous être à l'abri des effets de la catastrophe. Et cela engage tout le monde, autant les pouvoirs publics que les individus. C'est pourquoi je voudrais saluer les volontaires, tous ceux qui œuvrent à chaque fois que des besoins dans le cadre de l'assistance aux personnes et du secours à victimes. Soyez fiers de votre travail, vous méritez d'être salués. Le ministre Vagondo Diomandé met à profit cette célébration de la Journée mondiale de la protection civile pour exhorter l'ensemble de la population à collaborer avec les sapeurs-pompiers civils afin d'éviter les catastrophes.
Demain, mardi 8 mars 2022, célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Et en prélude à cet événement en Côte d'Ivoire, une conférence sur les violences basées sur le genre. C'était le 28 février dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, une initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Khalil Diomandé et Godefroy Okambawa. Zéro violence basée sur le genre et cohésion sociale. C'est le thème central du panel animé par des spécialistes du genre issus de différentes organisations travaillant sur la question. Des témoignages, des expériences vécues, des statistiques appuyées par des images ont été présentés aux étudiants afin de les édifier sur les conséquences des violences basées sur le genre. Ils ont été exhortés à briser dorénavant le silence sur tous les cas de viol, quelque forme qu'ils soient, et à dénoncer les auteurs sans complaisance. Le viol, c'est le viol de toute une vie. Vous ne violez pas seulement un sexe, vous violez une dignité, vous violez tout un espoir, vous violez la sexualité future. Quand on le sait, on doit se dire non. Je retiens à la sortie de ce panel que nous-mêmes, en tant que jeunes, nous devrons comprendre le rôle de la femme dans la société. Nous devons savoir que la violence faite aux femmes n'est pas intéressante et que la femme est un être vulnérable et qu'il faudrait protéger la femme. La violence basée sur le genre, une pratique qui met à mal l'équilibre de la société. S'unir pour endiguer ce phénomène, c'est le message que le ministre Nassene Batouré a adressé aux étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Mesdames et messieurs, on note des cas de violence sur des mineurs dont l'âge varie entre 6 et 14 ans. Des femmes violées, des femmes et des enfants assassinés. C'est pourquoi l'activité qui nous réunit aujourd'hui a tout son sens et riche en signification, car il s'agit de faire en sorte que tous les étudiants et étudiantes, élites de demain, soient sensibilisés sur les violences basées sur le genre pour une Côte d'Ivoire plus unie et plus solidaire. Selon les articles 403 et 404 du Code pénal ivoirien, le viol est puni d'un emprisonnement de 5 à 20 ans. Cependant, des circonstances aggravantes peuvent conduire à un emprisonnement à vie du coupable. Et à l'occasion du 8 mars 2022, Journée internationale des droits de la femme, RTI 1 va à la découverte des femmes qui excellent dans leur métier. Ainsi, Elvire Joël Zouzoumaï, la première femme générale des eaux et forêts, également directrice de la faune et de la flore, se confie à nous. Quel est son parcours? Quelle est sa mission? Pour en parler, Patricia Etia. Cantonnement des eaux et forêts de Beaunois ce samedi matin. Le personnel est prêt à recevoir une autorité pour une visite de travail avec les directeurs régionaux et départementaux du Sud Comoé et le cantonnement de Grand Bassam. À son arrivée, les honneurs lui sont rendus. Oui, il s'agit bien de la première femme générale des eaux et forêts, conservateur général des eaux et forêts, directeur général de la faune et de la flore, chef de commandement des eaux et forêts. Natif du centre de la Côte d'Ivoire, Zouzou, épouse Maï-Evelyne Joël, a eu l'amour de la forêt par sa grand-mère, à l'époque, qui soignait avec les plantes. Aujourd'hui, à 50 ans révolus, elle a su réaliser son rêve à travers un parcours difficile. J'ai fait ma formation ingénieur des eaux et forêts de 1991 à 1997, où j'ai eu mon diplôme. J'ai intégré le ministère des eaux et forêts depuis décembre 2002. En 2012, je suis devenu donc directeur de la faune et des ressources synergétiques, fonction que j'ai occupée jusqu'à 2015, où j'ai ensuite été donc nommé directeur régional des eaux et forêts à Bondoukou en 2018. Donc j'ai été aussi à nouveau promu directeur général adjoint des forêts de la faune. Donc, je suis revenu en centrale et depuis janvier 2019, j'occupe donc la fonction de directeur général des forêts de la faune au ministère des eaux et forêts. Je suis devenue en même temps la première femme qui a le grade de général au niveau des eaux et forêts. Une formation commune de base, doublée d'une formation militaire de 30 jours à l'école de gendarmerie dans les années 2000. Parfois, la difficulté peut venir du moins de ce que certaines personnes qui n'ont pas fait la formation avec nous peuvent se poser des questions. À la fin de ma formation, j'ai senti un tout petit peu de réticence de la part de certains des recruteurs en se demandant, mais elle est femme, est-ce qu'elle peut vraiment faire
la formation, le travail que nous allons lui confier. Quand ils ont osé me mettre à l'épreuve, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas de difficulté parce qu'on est une femme. Il faut simplement que la personne soit compétente pour le travail et qu'elle puisse le faire. Pour nous les femmes, c'est que rien ne nous est inaccessible. Tout est possible, il suffit d'avoir la volonté de démontrer sa capacité, sa compétence et sa volonté de réussir son rôle à jouer dans le développement de notre pays. Aujourd'hui, comme elle, plusieurs femmes ont suivi son exemple. C'est la première femme aux eaux et forêts qui accède au grade de conservateur général. Et pour nous tous qui sommes ses cadets, ses suivants, en tout cas c'est une fierté pour nous de voir que l'une d'entre nous, une de nos aînées, a pu atteindre ce grade. C'est aussi un challenge pour nous parce que d'avoir ouvert la voie, il faut que d'autres personnes puissent aussi la suivre. Elle commande et nous on exécute. Quand on confie une tâche à une femme, elle exécute correctement. Mariée et mère de 3 enfants, Zouzou épouse Maï-Evelyne Joël est la première femme qui a le grade de général au niveau des eaux et forêts depuis 2019. Toujours en Côte d'Ivoire, ce forum sur l'accès des personnes en situation de handicap au service de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Les travaux se sont déroulés du 24 au 25 février dernier dans la commune de Cocody. Le point, Patricia Etia. Ce forum marque le lancement officiel d'un projet dénommé « Accès des personnes handicapées au service de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi ». Ce projet vise à sensibiliser sur les droits des personnes handicapées. Les personnes handicapées sont rejetées dans les différents centres à cause des préjugés. Mais on puisse créer un environnement qui les accueille, qui les accepte malgré leurs différences, pour qu'on puisse leur donner une formation, parce qu'ils ont des compétences comme les autres. Quant à son Excellence Ingo Enbert, ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire, il a indiqué qu'à travers ce projet, son pays veut impacter positivement l'économie ivoirienne. Il a salué aussi les initiatives étatiques ivoiriennes en faveur des personnes handicapées, à savoir le recrutement à la fonction publique depuis 1998 et l'adoption du décret sur la promotion de l'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé. 90% des handicapés n'ont pas d'emploi, n'ont pas une bonne formation professionnelle. Il y a encore des facteurs de discrimination du côté de la société, du secteur privé. Je crois qu'il est nécessaire de sensibiliser. Pour une condition sociale et économique favorable, il faut que les personnes handicapées également aient la possibilité de se faire former au même titre que les personnes non handicapées. La mise en œuvre de ce projet nécessite une synergie d'action selon le représentant du ministre. Au niveau de l'enseignement technique, la formation professionnelle, nous avons mis en place ce dispositif-là pour prendre en compte les personnes vivant avec un handicap dans nos projets et programmes de formation professionnelle. Démarré le 12 octobre dernier, ce projet sera mis en œuvre jusqu'au 31 décembre prochain dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Il est financé par la coopération allemande et mis en œuvre par CBM et la Société Sans Barrières Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire à la table ronde sur la reconnaissance internationale de l'économie sociale et solidaire. Les travaux se sont déroulés le 4 mars dernier à Paris, la capitale française. La ministre ivoirienne de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, a présenté les acquis de son pays. Les explications de Cheikh Koné. C'est au centre de conférence Pierre Mendès France de Bercy à Paris que s'est tenue cette table ronde qui a vu la participation de 450 personnes venues de 50 pays du monde pour parler de l'économie sociale et solidaire. Signataire du manifeste, la Côte d'Ivoire, par la voix du ministre Miss Belmondo Dogo, s'est dit engagée à promouvoir cette forme de gestion qui concilie la performance économique et l'impact social et environnemental. C'est vrai que nous n'avons pas encore cet ancrage institutionnel, mais les actions qui rentrent dans le cadre de l'économie sociale et solidaire existent en Côte d'Ivoire. Ce sont des actions qui se mènent de manière éparse. Le gouvernement s'engage à donner ce cadre institutionnel-là afin de permettre à l'économie sociale et solidaire d'être mieux structurée. C'est à propos que les initiatives pour doter la Côte d'Ivoire de ce cadre institutionnel se multiplient. La rédaction des textes en vue de légiférer sur la question est en cours. Mais en attendant, des actions ont déjà été initiées par le gouvernement en matière d'économie sociale et solidaire.
Il s'agit entre autres de l'instauration d'une journée nationale de la solidarité, la mise sur pied des associations villageoises d'épargne et de crédit dénommées AVEC et le programme social du gouvernement PSGouv 1 et PSGouv 2. Cette table ronde qui s'est déroulée par visioconférence a été l'occasion de partage d'expériences entre les participants de plusieurs pays, dont la France, le Cameroun et l'Argentine. Restons en France où s'est achevé hier le Salon international de l'agriculture de Paris. La Côte d'Ivoire a montré les produits représentatifs de son potentiel agricole et halieutique, notamment le cacao. Le Conseil du café cacao a justement consacré une journée dédiée au cacao. Les jeunes enfants ont pu ainsi découvrir les merveilles de cette matière première. Les détails, Jean-Louis Gbagbo. Le miel bio de la coopérative Oli Oné et le chocolat de Daloa, deux produits ivoiriens qui ont conquis le public et le comité d'organisation du Salon international de l'agriculture de Paris, distingué dans la catégorie Sélection des agricultures du monde. C'est une distinction toute particulière qui rend hommage à la Côte d'Ivoire. C'est un comité d'experts et de goûteurs qui ont sélectionné ces produits de façon incognito et qui ont goûté, et c'est revenu à plusieurs reprises de par les consommateurs comme étant un coup de cœur du public. Une belle reconnaissance pour le cacao ivoirien et particulièrement pour cette coopérative de femmes basée à Daloa, encadrée par le jeune chocolatier Axel Emmanuel. Le miel biologique Oli Oné a été également un digne ambassadeur de la Côte d'Ivoire au 58e Salon de l'agriculture de Paris. Nous produisons du miel monofloral. C'est quelque chose que nous avons initié, c'est-à-dire le miel à partir d'une seule fleur. Parce qu'habituellement, ce que les gens font, c'est mélanger tout le miel, alors que nous, spécifiquement, nous avons choisi de produire du miel monofloral. Cette distinction, disons, ils ont apporté quelque chose à ce que nous faisons. Parce qu'ils ont reconnu quand même que le travail que nous faisons est un travail louable. Ces dignes représentants ont été chaleureusement félicités par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Plusieurs autres produits ivoiriens ont dignement représenté la Côte d'Ivoire au Salon de Paris, dont les célèbres escargots géants qui ont attiré les visiteurs jusqu'au dernier jour. Retour en Côte d'Ivoire, les journalistes invités à s'impliquer et s'engager activement dans les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. La ministre Mariatou Koné a en effet échangé récemment avec la presse ivoirienne. Les explications de Godefroy Okambawa. Présenter l'évolution des états généraux de l'éducation et solliciter la contribution des acteurs des médias. C'est tout le sens de cette rencontre entre la ministre Mariatou Koné et les journalistes. Des échanges qui ont permis à ces acteurs de la presse de comprendre l'enjeu des réformes engagées. La volonté est la plus importante. Et il fallait que cette volonté s'affirme. C'est avec beaucoup de courage. Et je sais combien de fois c'est difficile d'aborder certaines réformes. Il fallait beaucoup de courage. Et ce courage déjà me porte à croire que il y a matière à espérer. Ce qui se passe est éminemment important et appelle l'adhésion de tous les courants de pensée pour que effectivement l'objectif fixé par le président de la République, dont la vision sont toutes très clairvoyantes, permet à la Côte d'Ivoire d'être au firmament des nations qui comptent au niveau de l'éducation. Il faut encourager maintenant le ministre. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire entend pour sa part s'impliquer dans la recherche d'un meilleur positionnement de nos systèmes éducatifs. Nous allons jouer notre rôle de tous les jours, qui est dans la sensibilisation. Le reporting, c'est-à-dire que faire les comptes rendus sur les différentes activités. Et bien entendu, comme nous sommes aussi des consultants par moment, sinon à notre temps perdu, il est important vraiment d'apporter des conseils afin que ces états généraux soient un grand succès. À travers cette démarche, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation souhaite rendre ces états généraux inclusifs. Nous avons donné la parole à chaque Ivoirien à travers différentes activités. Aujourd'hui, bien que les journalistes et la presse aient réagi à travers différents canaux, aujourd'hui nous donnons la possibilité aux journalistes de nous produire un document unique au nom de la presse de Côte d'Ivoire. Chaque voix compte et la voix de la presse sera entendue et sera prise en compte
dans les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Marc Vincent, représentant résident de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, partenaire de l'éducation nationale, salue les efforts du gouvernement en matière de scolarisation. Il réitère l'engagement de l'institution à aider la Côte d'Ivoire à relever le défi d'une école de qualité et plus compétitive. Pour notre sécurité et notre santé, faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus. En Côte d'Ivoire, 10 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte ainsi actuellement 81 556 cas confirmés de coronavirus, 80 383 personnes guéries, 795 décès et 369 cas actifs. Revenons sur la célébration du Mardi Gras 2022 en Côte d'Ivoire. L'occasion pour les enfants de se déguiser. Une fillette de 2 ans déguisée en commissaire de police a marqué les esprits. Djikona Aya Pétonne Marie-Elisabeth, c'est son nom, a été reçue par le général Fama Youssouf Kouyaté. La petite commissaire Tétine a reçu des présents. Les détails, Walter Amadou. Depuis le mardi 1er mars 2022, commissaire Tétine à l'état civil, Djikona Aya Pétonne Marie-Elisabeth fait le buzz. Son école maternelle a fait le choix de la tenue de police pour célébrer le Mardi Gras. Relativement à cet événement, sa mère, Anne-Marie Afoué-Conan, avait publié une photo de la fille de 2 ans qui est jusqu'ici virale. J'ai publié comme toutes les mamans à Mardi Gras la photo de l'enfant. Ils ont tellement aimé que ça est partout sur Facebook. Après, je vois sur la plateforme de la police nationale. J'étais vraiment très contente. Depuis le mardi, mon téléphone sonne. Je n'arrive même pas à charger mon téléphone. On m'appelle ici de gauche à droite à côté d'elle. Et depuis lors, des milliers de vues sont enregistrées. Environ 7 heures ont suffi à une page Internet de mobiliser près de 150 000 vues et toucher 650 000 personnes. La tenue de police, bien mise par commissaire Tétine, contribue ainsi à la promotion de la bonne image de la police nationale, selon son directeur général Fama Youssouf Kouyaté. La présente star de l'édition 2022 du Mardi Gras est reçue sous instruction de Vangodo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité au cabinet de l'administrateur général de la police nationale au plateau. La police fait partie de la société. Les réseaux sociaux sont des phénomènes de notre temps. Et nous avons vu la direction du vent. La population a aimé. Et comme la police, nous améliorons les relations police-population, il était important pour nous de recevoir notre jeune collègue et la féliciter ses parents. Cette année, ce que nous avons remarqué, tous les enfants veulent ressembler à un policier, pour dire que la police reste un modèle dans la société. Commissaire Tétine est retourné à la maison dans la commune de Yopougon, précisément au quartier millionnaire, les bras chargés de présents, au nombre desquels une bourse d'études de la part du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, une enveloppe et une petite moto offertes par la police nationale, ainsi que des lots de produits d'hygiène. Sa mère a reçu des pagnes, un don de la présidente d'honneur de l'Association des épouses de policiers. L'idée de cette réception est d'honorer la symbolique d'une police davantage proche des populations et adulée par de nombreux enfants. Ils l'ont manifesté dans plusieurs écoles du pays à travers le Mardi Gras cette année. Religion, la communauté catholique du monde entier poursuit son jeûne du carême. 40 jours de prière et de privation pour se convertir et préparer la Pâque, la résurrection du Christ. Grâce Kando. Le carême est une période que l'Église donne à ses fidèles pour vivre intensement leur foi, moment de grâce. C'est un temps propice pour la conversion. Tous les vendredis, c'est jeûne abstinence. Les autres jours, c'est laissé au libre choix. Mais ceux qui peuvent jeûner tous les jours pendant ce temps de carême. Ceux qui ne peuvent pas ont d'autres efforts de conversion. Mais ce qui est visé ici, c'est surtout la conversion.
faire un examen de conscience sur notre vie pour voir qu'est-ce que j'ai à changer, qu'est-ce que j'ai à améliorer, qu'est-ce que j'ai à amender pour que ma vie soit agréable à Dieu. Un nouveau départ pour les fidèles tout en renonçant aux pratiques non recommandables. C'est un temps pendant lequel nous, chrétiens catholiques, nous essayons de regarder dans la mesure de nos possibilités avec la grâce de Dieu, de nous rapprocher un peu plus de par nos actions, trier un peu dans nos vies ce qui est bon, ce qui n'est pas bon et puis demander la grâce de Dieu pour que nous rende propres dans l'attente de l'avènement de Pâques. C'est un moment pour nous remettre en cause en tant qu'enfants de Dieu. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits. Voilà, nous faisons des choses qui ne plaisent pas forcément au Seigneur. Donc ce moment est un moment favorable pour se rapprocher davantage du Seigneur. Le carême est aussi marqué par la prière, la pénitence et le partage. Tant de charité, je suis appelé à avoir un regard plus vigilant, un regard plus chrétien vis-à-vis du pauvre, vis-à-vis du malade. Comme Jésus le dit, j'ai été malade, tu m'as visité, j'ai été nu, tu m'as habillé. Et nous aurons ce qu'on appelle les quêtes de privation, où nous allons recueillir les moyens nécessaires à aider les pauvres. Ce temps de grâce, qui dure 40 jours, est meublé tous les vendredis par le chemin de croix, qui symbolise la voie empruntée par le Christ pour le salut de l'humanité. Par le chemin de croix, nous nous rappelons que le Christ, vrai homme et vrai Dieu, a accepté de prendre nos péchés, a accepté de souffrir pour que nous soyons sauvés, et que nous, chrétiens, nous devons aussi prendre nos croix de tous les jours pour marcher à sa suite. Le carême, moment important dans la vie des chrétiens, 40 jours pour se rapprocher plus de Dieu, un temps propice de conversion. Un tout autre sujet à présent, beaucoup de migration vers la Côte d'Ivoire. Y a-t-il corrélation entre la migration, le développement et les inégalités? L'Institut pour la bonne gouvernance, le développement et la prospective a présenté récemment les résultats de ses recherches. Pour en parler, Laure Goretti et Sidonie Davila. Selon les statistiques, 94% des Burkinabés choisissent pour destination première la Côte d'Ivoire pour immigrer. Fruit d'une recherche de chercheurs ivoiriens, cette migration pourrait être source de profit. De plus en plus, l'actualité présente l'image de la migration nord-sud. Mais nous savons que dans la littérature, cette migration nord-sud ne représente qu'une petite partie de l'ensemble des migrations dans le monde. Donc pourquoi ne pas organiser cette forme de migration-là pour qu'elle puisse réduire en fait les écarts entre les différents peuples, les écarts entre les différentes communautés. C'est un projet qui consiste à faire une étude sur la migration, c'est-à-dire le corridor Côte d'Ivoire-Burkina Faso. C'est un projet qui a beaucoup d'aspects. Je peux parler de l'aspect économique, l'aspect culturel, l'aspect environnemental. À travers les résultats provisoires de ce projet, ces chercheurs veulent présenter les opportunités de la migration sud-sud avec le cas de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. On est maintenant dans la phase de dissémination des données, de restitution des résultats provisoires, nous le disions, parce que nous avons envie de débattre de ces résultats-là avec des chercheurs, avec des spécialistes, afin qu'ensemble, nous puissions corriger ces résultats-là pour que ces résultats puissent nous permettre de réduire effectivement les mobilités, peut-être au niveau des frontières, de contrôler la migration, parce qu'une migration qui est contrôlée, c'est une garantabilité, c'est un gain en fait pour les pays d'accueil. Débuté depuis 2 ans, ce projet de recherche sur les relations entre la migration, le développement et les inégalités a été conduit par les chercheurs réunis au sein de l'Institut pour la bonne gouvernance, le développement et la prospective, IGDP. En image, l'actualité hors de chez nous, 25 ministres, dont 6 femmes. Le nouveau gouvernement formé au Burkina Faso fait aujourd'hui sa rentrée. Il s'agit d'une réunion de prise de contact. Le conflit russo-ukrainien à présent, la 3e session de pourparlers entre Moscou et Kiev commence aujourd'hui, lundi 7 mars 2022. À noter que le président turc Erdogan, qui s'est entretenu hier avec son homologue russe Vladimir Poutine, réclame un cessez-le-feu général urgent en Ukraine. La Russie, de son côté, exige d'abord que ces conditions soient entièrement remplies.
Revenons sur le premier titre de ce journal. En Côte d'Ivoire, ce drame survenu la nuit dernière à Angré, dans la commune de Cocody. Un immeuble de 4 étages habité s'est effondré. Le bilan revu à la hausse, selon les éléments de la gendarmerie et de la police, fait état de 3 morts et 13 personnes évacuées. Les précisions de Walter Amadou. Innocent est un rescapé qui habitait depuis 2 années maintenant au 4e étage de cet immeuble effondré. Il affirme ne pas sentir le moindre danger venir. Aux environs de 0h33, nous étions en chambre et puis on a constaté l'écoulement. Il y avait du bruit et puis bon. Donc je sors et bon, il fait noir. Donc mon premier réflexe c'est mon téléphone. J'arrive et je vois que l'immeuble est en train de s'effondrer. Moi, j'étais au 4e. Si je sentais un danger venir, j'allais quitter l'immeuble. Résidant au 3e étage, la fille aînée du président de la Fondasi, Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, Edmond William, est jusque-là prise au piège. Ma fille, qui était en pleine étude, on me dit qu'elle est assise au salon. Donc du coup, quand l'immeuble s'est effondré, le mur d'accès fait qu'elle ne peut pas sortir. Donc jusqu'à la preuve du contraire, pendant près de 10 heures de temps, on est dessus. Elle a 14 ans, elle est en train de passer son BPC. C'est une petite qui n'a pas de problème avec quelqu'un, qui a reçu une bonne éducation et soumise. Et je pense que ce genre de choses-là, si ça doit arriver, je ne sais pas à des gens comme ça. Le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires fait un point de la situation. Nous étions aux alentours de 10 heures du matin. On a pu extraire de l'immeuble au moment de l'intervention 30 personnes, 17 qui ne présentaient pas de lésions particulières et 13 qui ont été évacués dans les hôpitaux de CHU d'Angré, CHU de Cocody et dans une clinique de la place. Les recherches ont continué parce qu'on nous signalait la présence de personnes dans les décombres. Donc on continue les recherches et nous avons pu, à l'heure où je vous parle, repérer 3 corps. 2 ont déjà été extraits, le 3e est en cours d'extraction, mais il serait fort possible qu'il y ait encore des corps sous les décombres. Informé de la situation, le ministre Bruno Koné déplore la situation et rappelle les règles en matière de construction. Ce que nous ressentons le plus, au-delà de la tristesse, c'est la colère. C'est la colère parce que, encore une fois, nous voulons que ce genre de situation n'arrive plus. Nous voulons arriver à 0 effondrement. Le recours obligatoire pour toutes les constructions, au-delà de R+2, à un bureau de contrôle et de normalisation des risques ou à un ingénieur conseil. Et puis, bien entendu, nous assurons, dans la mesure de nos possibilités, le contrôle de tout cela. Nous avons, en 2021, effectué plus de 10 000 contrôles, là où la moyenne auparavant était inférieure à 2 000. Le dimanche 27 février dernier, c'était un immeuble de R+7 en construction à Trècheville qui faisait des victimes. 8 jours après, un autre drame à Angré 8e tranche, non loin de l'immeuble CGK. On note également 11 cas d'effondrement d'immeubles en 2011, dont ceux d'Anono dans la commune de Cocody et Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Rappelons que le Premier ministre Patrick Hachi s'est rendu sur les lieux du drame à Angré, dans la commune de Cocody. Enfin, ce communiqué, pour terminer, communiqué émanant du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Objet, allègement du contrôle sanitaire à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À l'attention des voyageurs à l'arrivée et au départ à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, nous avons le plaisir de vous informer qu'au regard de l'évolution de la circulation modérée de la Covid-19 sur notre territoire et en l'absence de nouveaux variants, la réglementation mise en place dans le cadre de la Covid-19 pour les voyageurs sera allégée comme suit. Passagers à l'arrivée. Pour les voyageurs à destination de la Côte d'Ivoire présentant la preuve d'une vaccination complète, le test PCR n'est plus exigé comme document sanitaire de voyage.
Pour les voyageurs non ou incomplètement vaccinés à destination de la Côte d'Ivoire, la preuve d'un test PCR négatif est exigée comme document sanitaire de voyage. Passagers au départ, les voyageurs présentant la preuve d'une vaccination complète sont dispensés de tests PCR à destination d'un pays ne l'exigeant pas comme document sanitaire d'entrée. Pour les voyageurs non ou incomplètement vaccinés, la preuve d'un test PCR négatif est exigée comme document sanitaire de voyage. Dernier point, la validité des résultats du test PCR passe désormais de 48 heures à 72 heures. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et le ministère des Transports adoptent ces nouvelles mesures qui entrent en vigueur à la date de signature du présent communiqué, fait à Abidjan le 7 mars 2022, signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie sur RTI 1.